Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous d'Antoine avec Pascal Cazotte. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Antoine, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très très bien et toi? Eh bien pareil, hein, pleine forme. Alors on profite de cette belle matinée de février pour se rejoindre avec Pascal et vous présenter en fait le nouveau numéro Génération Cité d'Or, le numéro 8. Voilà, le numéro automne-hiver qui est disponible sur la boutique de Génération Cité d'Or. Et comme c'est un numéro spécial très très complet de 156 pages, un spécial civilisation antédiluvienne, Mu, Atlantide, voilà, on voulait faire un petit focus sur ce numéro dans cette émission, pour, si vous ne connaissez pas encore Génération Cité d'Or, vous permettre de le découvrir ensemble et de s'attarder sur chacun des articles. Donc, on va partager le numéro de Génération Cité d'Or numéro 8 et commencer par le premier article. C'est Charlie Sanson qui ouvre la danse de ce numéro spécial sur les continents légendaires. Ah ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé, puis tu sais que Charlie Sanson, c'est vraiment un de nos auteurs préférés, hein, c'est vrai. Hein. Moi j'adore tout ce qu'il fait, de toute façon, Charlie Sanson, ça c'est sûr. Et il nous a fait, là, dans cet article, un tour d'horizon de ces continents légendaires, de ces anciennes civilisations. C'est très intéressant, vraiment très intéressant, relativement complet également, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà. Oui, donc effectivement, il plante les bases, il plante le décor de tous ces anciens continents dits disparus. Et ça, c'est une très très belle introduction à ce numéro 8 de Génération Cité d'Or. Et comme il y a 13 articles, hein, on va passer rapidement sur chacun d'entre eux et passer chez Véronique Cardrenva. Que sont devenus les survivants des Atlantes? Donc vous n'êtes pas sans savoir que Véronique Cardrenva est d'origine bretonne bigoudaine et qu'elle a écrit plusieurs ouvrages sur la connexion entre les Atlantes et les bigoudins. Et là, elle revient sur cette connexion qui, finalement, quand on creuse, hein, il y a vraiment énormément de preuves, on va dire, qui montrent qu'il y a une espèce même de gène commun par rapport à une déformation de la hanche par exemple, entre les supposés Atlantes, hein, et les bigoudins. Écoute, Véronique, eh ben, encore une fois, là, elle nous fait voyager, hein, parce que elle nous amène dans plusieurs lieux, notamment au Moyen-Orient, etc. Et moi, ce que j'ai trouvé de très intéressant dans cet article, c'est le fait qu'elle met en avant un critère, c'est le critère des cheveux rouges, qui serait un gène qui aurait été transmis par les Atlantes. Donc, enfin, je dis cheveux rouges, les cheveux roux, hein, bien sûr, hein, donc les roux, les rouquins, les rousses, voilà. Donc ça serait en fait un héritage de la population atlante, voilà. Et je trouvais ça très très intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Avec ici cette fameuse beauté de Loulan. C'est une momie qui a été retrouvée dans le désert de Taklamakan en Chine occidentale. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce qu'on est sur un profil très, très européen. Et voilà, c'est vraiment une histoire passionnante à suivre. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a des QR codes, hein, qui agrémentent le magazine sur la page de droite. Alors si vous êtes en format PDF, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous ouvre un lien complémentaire pour approfondir le sujet. Donc soit une vidéo, soit une interview, soit même une page, un site web pour pouvoir aller plus loin dans chaque sujet. Voilà. Donc, et si vous êtes en version papier, il suffit de le flasher avec votre téléphone. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Véronique. On va passer
Au sujet suivant, un petit nouveau rédacteur dans Génération Cité d'Or. Il s'agit de Romain Priou, que vous avez sûrement découvert sur la chaîne de Nurea TV, qui lui fait la connexion entre le Pays Basque et l'Atlantide, et donc là aussi montre que la fameuse diaspora des Atlantes au moment de la grande catastrophe serait passée par le Pays Basque. Et il fait un lien très intéressant ici avec voyez, le symbole de la coquille Saint-Jacques, qui est le symbole des personnes qui font le pèlerinage de Saint-Jean de Compostelle, qui, si on regarde bien, pourrait représenter effectivement une espèce de diaspora à partir d'un point qui serait les îles des Canaries, et qui finalement tracerait les routes là, vers là où seraient allés les descendants des Atlantes. Mais écoute, encore une fois, là on a un article qui nous apporte des éléments nouveaux, hein. D'ailleurs, c'est un peu une caractéristique là de ce numéro spécial, c'est que j'ai remarqué, bon, pourtant tu le sais, moi j'ai quand même pas mal de connaissances sur ces sujets-là, qu'on avait beaucoup d'infos vraiment inédites, hein, dans ce numéro. D'ailleurs, je pense qu'il va rester dans les annales, hein, ce numéro de Génération Cité d'Or, hein. Ça va devenir une référence, hein, parce qu'on a fait un numéro là extraordinaire, déjà très complet de 156 pages. C'est pratiquement un bouquin là qu'on a sorti. Et puis surtout avec des articles de qualité et beaucoup d'infos inédites. Ça ne peut que passionner bien sûr les lecteurs. Et pour revenir à Romain Priou, moi ce que j'ai bien aimé notamment, c'était cette information qu'il nous a donnée concernant le jeu de la pelote basque. Un jeu qu'on retrouve donc très très loin du Pays Basque, puisque les Mayas, les Aztèques auraient pratiqué un jeu similaire. Donc tu vois encore des infos là très très intéressantes et à souligner bien sûr. Ouais, avec une très très belle illustration de Florent Humbert sur la page de gauche. L'auteur suivant, vous le connaissez tous, même si c'est la première fois qu'il écrit dans Génération Cité d'Or. Il s'agit de Ludovic Richet de la chaîne Arcana, les mystères du monde. Et donc vous savez, Ludovic a toujours un pied entre, on va dire, la réalité. Il se base beaucoup sur les découvertes officielles, et un pied aussi dans le fantastique, où il va explorer d'autres continents à partir de ce qui est officiellement reconnu. Et c'est ce qu'il fait avec son article L'Atlantide de Platon, de la mythologie moderne à l'histoire antique, où il va reprendre tout ce qu'on sait aujourd'hui officiellement sur l'Atlantide, et essayer de repositionner cette Atlantide de façon très logique et très cartésienne. Alors même si effectivement ça ne va pas forcément plaire à tous les aficionados de la mythologie atlantéenne, ça reste un travail qui est très fourni, très cherché, très documenté, et dans la logique, la façon dont il amène la solution atlantéenne, voilà, ça reste quand même très interpellant, et je vous invite à lire cet article qui permet d'avoir finalement plusieurs lectures du mythe de l'Atlantide. Alors, l'auteur suivant, Pascal, c'est Didier Lafargue, là aussi un nouvel auteur. Didier, lui, est journaliste et écrivain, et il nous fait, comment dire, il va explorer en fait la littérature au sujet de l'Atlantide, parce que c'est un sujet qui a passionné, on va dire, les hommes depuis quand même très longtemps, et il y a une grosse littérature en fin 18e, 19e siècle. Donc son article, c'est Un rêve qui s'affirme comme le miroir de l'âme humaine. C'est-à-dire que Didier Lafargue, bon, c'est pas, j'ai beaucoup aimé aussi son article parce que d'abord c'est quelqu'un qui écrit très bien, hein. On voit que c'est vraiment un écrivain professionnel. Et puis alors surtout, enfin comme pour les précédents articles également, il nous apporte aussi des informations inédites. Moi qui connaissais quand même bien le sujet de l'Atlantide, eh ben j'ai appris également qu'il y avait des ouvrages qui étaient parus sur ce thème dont j'ignorais jusqu'à l'existence, hein.
Je vais parler par exemple de l'Atlantide de Pierre Benoît. Je ne savais pas du tout qu'un tel livre existait. Donc là, c'est pareil, beaucoup d'informations très, très intéressantes. Alors c'est marrant parce que justement, moi c'est le contraire, l'Atlantide de Pierre Benoît c'est peut-être l'un des rares que je connaissais sur tout ce qu'il a présenté, parce que c'est celui qui m'a fait découvrir l'Atlantide quand j'étais jeune, c'est assez drôle. Et pour le coup, Didier Lafargue m'a fait dépenser plein d'argent, hein, parce que j'ai acheté un certain nombre d'ouvrages qu'il décrit sur Aquitaine et sur d'autres sites pour compléter ma collection. Donc voilà, c'est un article de référence pour avoir les bonnes bases sur la littérature de l'Atlantide. Alors, Guy Williams, qui est un auteur que vous avez déjà rencontré dans les pages de Génération Cité d'Or sur le survivalisme, là il vient nous parler de l'Atlantide de Christia Silf. Christia Silf, qui est une auteure des années 70, qui est médium et qui est connectée avec cette Atlantide, hein, où elle y a vécu plusieurs vies. Donc elle a écrit trois ouvrages majeurs sur le sujet qu'on voit là à l'écran. Et c'est vrai que pour ceux qui ne connaîtraient pas cet univers de Christia Silf, voilà, là, grâce à Guy Williams, on y rentre de plein pied. Et vraiment, à la fin de l'article, si vous ne ruez pas pour retrouver ces livres qui sont plus réédités, bien sûr, donc il faut les acheter d'occasion, j'en serais fort étonné parce que c'est vraiment passionnant. Et j'en profite aussi pour souligner les illustrations de Vincent Pompetti, que vous avez retrouvé en toute première page. Je ne vous ai pas forcément montré, mais là voilà, qui illustre aussi cet article, qui est un très très bon auteur, et Vincent va bientôt sortir une bande dessinée sur l'Atlantide. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il va faire un crowdfunding. Alors l'auteur suivant, eh bien c'est la deuxième fois qu'il nous fait le plaisir d'illustrer nos pages de Génération Cité d'Or. Il s'agit de Franck Ferrandis, voilà, qui est un féru d'histoire japonaise et d'histoire de l'Atlantide et de Mu. Et là, il nous fait un lien entre justement Mu et les Atlantides. Alors, on a alterné ces illustrations, ces super planches, je vous les montre, et son texte sur la piste de ce qu'il appelle lui la 8e Cité d'Or. Pascal, cet article, je sais qu'il t'a plu. Ah oui, mais ça bien sûr, mais de toute façon Franck Ferrandis, c'est pareil, hein, il nous a apporté énormément, hein. Et puis il a un talent fou. D'abord, quand tu vois ce qu'il fait comme dessin, c'est admirable, hein. C'est vraiment un dessinateur hors pair. Et en plus, il a fait des recherches vraiment passionnantes. Et c'est grâce à lui si on a découvert une préhistoire au Japon, une véritable préhistoire, avec des mégalithes qu'il a retrouvés, avec d'autres vestiges de pierres extraordinaires. Il nous a vraiment appris énormément de choses. Et puis là, il continue, hein, et il continue avec son article là sur Mu et les Atlantides. Et là, c'est également passionnant. Il nous apprend notamment de l'existence d'un continent plus ou moins perdu. C'était le continent de Sundaland, hein, si je me souviens bien. Et Sundaland, en fait, ça regroupait l'ensemble des îles de la péninsule indonésienne au continent eurasiatique. Mais bon, il y a énormément de terres qui se sont effondrées suite à des cataclysmes, bien sûr, et c'est pour ça que maintenant l'Indonésie se retrouve à part. Mais il faut bien voir, ça représentait carrément une espèce de continent là aussi, hein. Donc il nous fait découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, encore une fois, c'est des choses complètement inédites. Et il nous parle aussi notamment des quipus. Les quipus, c'était un système de comptabilité fait avec des cordes. C'était très très savamment réalisé. Et on retrouve ça de chaque côté de l'océan Pacifique, hein. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est passionnant également son article. Donc ben, je suis très content qu'on ait encore une fois donc publié les travaux de Franck qui sont vraiment admirables. Et d'ailleurs, on voit là aussi la connexion avec la connexion que faisait Romain Priou tout à l'heure sur le jeu de pelote basque et le jeu de balle qui avait
en Amérique du Sud. Là, voilà, on parle de Franck Ferrandis nous parle des quipous et fait là aussi une connexion. Donc on voit que tout est lié, c'est vraiment impressionnant. Et je voulais en profiter aussi pour vous montrer l'affiche de Damian, l'étrange rendez-vous avec qui on est partenaire. Voilà, ça se passe le 19 et le 20 mars à Cachan, dans la région parisienne. Les étranges, l'invisible au cœur de nos vies. Je sais qu'il reste encore un nombre de places très limité là. Tout est bientôt vendu. Il faut vous rendre sur étrangerendez-vous.fr. Donc on sera présent dans un stand si vous voulez nous rencontrer. Donc ça se passe les 19 et 20 mars à Cachan. Voilà. Ah bah tiens, le suivant, on le connaît bien. Parce que forcément, qui dit mythe antédiluvien, à un moment donné, on est obligé de parler de terre creuse. Écoute, ben moi, j'essaie de retracer dans l'histoire tout ce qui nous ramène à la Terre creuse. Alors, et ça a commencé par des auteurs de l'Antiquité, hein, comme Platon, comme Homère, comme Virgile, Sénèque, etc., qui nous ont parlé de l'existence d'une Terre creuse. Donc, c'est quand même assez incroyable déjà. Et puis, je remonte dans le temps et puis je passe notamment par Sams, qui était un Américain qui a voulu monter une expédition pour essayer de retrouver au pôle Nord une entrée pour le conduire à la Terre creuse. Et je vais jusqu'à l'amiral Byrd, hein, l'amiral Byrd, bien sûr, qui aurait découvert une entrée pour pénétrer dans cette fameuse Terre creuse lorsqu'il a fait sa fameuse expédition en 1847 au pôle Sud. Parce qu'à un moment donné, il a découvert, alors qu'il était à bord de son avion, une vallée très verdoyante, alors qu'il était censé ne voir que des glaces. Hein. Et il a vu aussi un animal rentrer dans un fourré qui vraisemblablement aurait été un mammouth. Alors voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez extraordinaires. J'évoque aussi bien sûr la période de la Seconde Guerre mondiale parce que c'est vrai que Hitler, il avait aussi dans son entourage des gens qui croyaient à cette terre creuse, mais avec des théories un petit peu loufoques, comme Franz Bender qui estimait qu'on vivait nous-mêmes, nous sur Terre, à l'intérieur d'un autre globe en fait. Hein. Et il avait fait faire une expérience complètement abracadabrantesque, en ce sens qu'ils avaient essayé de repérer sur la surface concave donc du deuxième globe dans lequel on serait enfermé, les lumières émises par la marine anglaise par exemple. Enfin, c'était complètement fou, quoi. Mais bon, il faut bien rappeler tout ça parce que c'est lié bien sûr au mythe de la Terre creuse. Hein. Mais bon, de toute façon, l'expérience de Franz Bender avait été un fiasco total, hein, tu t'en doutes. Ouais, Et bien sûr. parce que pour lui, les étoiles, en fait, c'était des lumières de notre sol, enfin sur notre surface terrestre qui se reflétaient sur un plafond, tu vois. Donc c'était n'importe quoi. Et puis bien sûr, j'évoque aussi l'Agartha et sa capitale Shambhala. Hein. Ouais, et t'évoques à la fin de ton article un entretien avec Henri Gougaud. Ah oui, oui. Ah ça, j'avais écouté ça il y a des années, ça m'avait passionné. Écoute, ça doit remonter à plus de, au moins à 30 ans. Hein. J'ai écouté Sud Radio, j'étais chez moi, et il y avait une émission que j'adorais, c'était l'émission d'Henri Gougaud, parce que c'est un conteur, ou c'était un conteur, je sais plus s'il est encore vivant maintenant, je sais plus. Extraordinaire. Et puis donc il nous racontait cette histoire du côté de Montségur, une histoire extraordinaire. Donc il était allé avec des amis visiter Montségur. Et puis le soir, ils s'étaient retrouvés tous attablés à un restaurant. Et il y en a un des amis d'Henri Gogo qui se met à évoquer une dalle avec un gros anneau en fer qu'il aurait vu au pied du château de Montségur. Alors, ils commencent à en parler et ils s'aperçoivent donc au cours de la conversation qu'il y en avait deux qui avaient vu cette dalle et deux dont Henri Gougaud qui ne l'avait pas vue. Alors, ils ont décidé le lendemain matin, pour en avoir le cœur net, de revenir au pied du château et la dalle avait disparu.
Donc, plus de dalles. Donc, tu as cette histoire de dalles qui apparaît, qui disparaît. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'il nous avait parlé dans cette émission, Rigogo, et ça, je n'en parle pas dans l'article, d'un château de Barbarie qui se trouvait, alors je sais plus où exactement en France, et il y avait les ruines d'un château, donc dans cet endroit. Et donc, un agriculteur qui passait par là, il voit une dalle énorme en pierre avec un gros anneau en fer. Alors, il est curieux, il veut savoir ce qu'il y a en dessous, il essaie de la soulever, rien à faire. Alors, il va chercher une paire de bœufs qu'il avait, il les attelle à l'anneau de fer pour essayer de soulever cette dalle, rien à faire, il n'y arrive pas. Il dit, mais c'est pas possible. Pourtant, ces bœufs, ils avaient une force, je te dis pas. Donc, ce qu'il fait, il va au village, il ramène plein de villageois avec des moyens pour essayer de soulever la dalle. Et quand ils arrivent à l'endroit, plus de dalle, elle avait disparu. Un truc de fou, hein, complètement de. Ouais, ouais, c'est ahurissant, mais voilà. Donc, il semblerait que tu aies des accès qui conduisent peut-être à l'intérieur de la Terre et par moment ça apparaît, mais ça doit apparaître que très furtivement et ça reste invisible au commun des mortels. Hein. Hmm. Ah ouais, c'est passionnant ces deux cas. Mais t'as bien fait de le citer, effectivement. Allez, on va passer du coup à la suite. C'est un article qui est complètement complémentaire au tien. C'est celui de Marie Roca. Notre Terre abrite-t-elle d'autres créatures en ses creux? Première partie, c'est un article qui est très très long. La deuxième partie sera dans le numéro 9. Où là, elle nous parle de la théorie de Halley. Alors tout le monde connaît Halley avec sa fameuse comète. Mais là où on est moins au courant, c'est que c'était un des chantres de la théorie de la Terre creuse à son époque, où en définitive il démontrait qu'il y avait deux pôles. Il y avait le pôle géographique et le pôle magnétique. Et c'est vrai que on est tous branchés sur le pôle magnétique, mais pas forcément sur le pôle géographique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les explorateurs ont voulu essayer de retrouver cette entrée de la Terre creuse, ils étaient systématiquement détournés vers ce fameux pôle, ce fameux pôle magnétique. Et elle nous cite bien sûr le cas de ces... alors c'était des Norvégiens, je crois, hein, qui s'étaient perdus, qui avaient trouvé par hasard cette entrée de la Terre creuse, qui ont vécu dans la cité qui s'appelait Géu. Et voilà, c'est passionnant parce qu'on retrouve malgré tout des témoignages, alors affabulation ou pas, mais la façon dont il décrivait ce monde intérieur est vraiment, vraiment passionnante. Après ça se termine mal, hein, pour ces deux explorateurs, mais l'histoire est passionnante. Et on retrouve aussi forcément des évocations de la Terre creuse, mais dans les civilisations amérindiennes. Donc avec un superbe dessin. On n'a pas eu l'autorisation de reproduire la véritable planche du codex de la BNF, donc on l'a redessiné. Hein. Et où on voit bien qu'il y a dans ces civilisations cette croyance en un monde souterrain, un monde intérieur, d'où on peut rentrer, vous voyez, avec les pas et ressortir. C'est pas une allégorie de la mort, hein, c'est vraiment, il y aurait des portes qui leur permettraient d'entrer et sortir. Voilà. En tout cas, c'est un article passionnant lui aussi et qui vient compléter parfaitement ta partie sur la Terre creuse. D'ailleurs, j'aimerais rebondir un peu aussi hein, sur cet article parce que d'abord, c'est mon article coup de cœur hein, dans ce magazine. Hein. Franchement, c'est mon préféré, hein, je te le dis. Alors, en plus, comme tu l'as dit, il vient en complément de mon article. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on ne s'est pas du tout concerté avec Mario Roca. Et elle a fait vraiment un article très, très complémentaire au mien et en apportant beaucoup de nouvelles choses. Hein.
de nouvelles informations et notamment, c'est pareil, là on a des infos complètement exceptionnelles, inédites. Je pense notamment à ces deux enfants de couleur verte qui seraient apparus au XIIe siècle en Angleterre et qui semblaient sortir du cœur de la Terre, de l'intérieur de la Terre. Et vraiment, il est passionnant cet article. C'est mon article coup de cœur, je le dis. Hein. Mario Oka nous livre là un travail exceptionnel à tout point de vue. Hein. C'est vraiment mon article préféré, voilà, je le dis. L'article suivant, c'est l'article de Joss que vous avez l'habitude de lire dans les pages de Génération Cité d'Or. Lui, il nous fait un focus sur Nazca, le mystère des lignes enfin résolu, qui est un article complémentaire à trois vidéos qu'on a faites ensemble sur Miasme TV. Et là aussi, ces lignes de Nazca, elles ne pouvaient pas ne pas être dans ce spécial civilisation antédiluvienne. Et Joss a trouvé les raisons d'être de ces lignes, en dehors du fait qu'elles représentent des formes animales. Elles ont une vraie utilité hydraulique, et ça vous le découvrirez à la lecture de son article. Le deuxième article sur ces civilisations précolombiennes, c'est celui d'Evelyne Bijay sur la mystérieuse Chan Chan. Chan Chan, qui est une cité qu'on retrouve proche de l'océan Pacifique au Pérou, et qui est une civilisation qui était qui a complètement disparu, mais qui était très dure, où on va retrouver un certain nombre de charniers d'enfants, parce que c'est une civilisation qui a sacrifié ses enfants pour pouvoir apaiser la colère des dieux. Voilà, il y a des... moi, c'était la première fois que j'en entendais parler de la civilisation de Chan Chan. C'était pas des tendres, et vraiment l'article est là aussi très instructif, et je vous invite à le lire jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être des relations à faire avec d'autres civilisations qui pourraient sacrifier leurs enfants au nom de la science. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Allez, le dernier auteur que vous commencez à connaître, c'est Stéphane Royer, parce que forcément on ne pouvait pas ne pas parler d'ufologie dans Génération Cité d'Or, qui aborde toutes les thématiques. Et là, Stéphane nous a trouvé une connexion entre l'ufologie et les anciennes civilisations. Eh bien, c'est celui du triangle des Bermudes, de l'Atlantide, où pour lui il y a un lien. Oui, mais c'est pareil, là c'est l'article de Stéphane Royer, je l'ai beaucoup aimé, hein, franchement. Stéphane Royer nous livre toujours un travail de grande qualité, et là encore une fois il nous a fait un excellent article, et donc il nous parle de diverses choses, notamment du triangle des Bermudes, bien sûr, hein, avec tous les mystères qui peuvent entourer ce triangle, et notamment avec ce qu'on peut retrouver aussi au fond des mers, avec la fameuse chaussée de Bimini, hein, vestige forcément d'une ancienne civilisation qui a été engloutie là encore, et il met ça aussi en parallèle avec tous les ovnis qu'on peut apercevoir aussi dans ces régions-là. Alors, il reste pas d'ailleurs fixé que sur le triangle des Bermudes, parce qu'il nous amène aussi dans le triangle du Dragon, enfin un peu partout sur Terre, hein, où il y a des sites comme ça qui sont très particuliers, et qui sont donc hantés aussi par des ovnis, et même on va dire des OANI, c'est-à-dire des ovnis aquatiques non identifiés, puisque on pense même qu'il y aurait peut-être même des bases sous-marines détenues, alors par qui ça? Est-ce qu'on parle d'extraterrestres? Enfin, toujours éthique, il y a des objets aquatiques qui apparaissent, qui sortent de l'eau dans ces endroits très mystérieux, et donc on ne peut pas les identifier, donc c'est ce qu'on appelle les fameux OANI. Extraterrestres, effectivement, les descendants de l'Atlantide, si on essaie de faire un lien avec tout ce qu'on a dit depuis le début, s'ils ont survécu à leur catastrophe, s'ils se sont réfugiés soit dans des bases sous-marines, soit dans la terre creuse, et s'ils sortent de temps en temps,
oui, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont tout simplement les premiers humains. Voilà, tout à fait. Ça peut être très bien, effectivement, des descendants des Atlantes qui sont parvenus à un degré de technologie bien supérieur au nôtre. Et voilà, tout simplement, hein. Mais c'est vrai que là, c'est pareil. Il nous cite énormément de cas, de témoignages. C'est passionnant, hein, un article vraiment passionnant, là aussi. Et là je faisais un petit focus sur cette captation de Google Earth que j'ai retrouvée, hein, du coup, où c'est vrai qu'au fond de cet océan, là, quand on zoome, on a des formes qui sont pas du tout naturelles, qui ressemblent même limite à un vaisseau. Et en fait, ils recherchaient à l'époque l'entrée d'une pyramide qui aurait été découverte ici par sonar dans les années, fin des années 60, je crois. Et d'ailleurs, il y a Jean-Pierre Petit qui est parti en expédition, hein. Il y avait une expédition qui avait été financée par un armateur grec, je crois. Et donc, dans les années 70, il y a Jean-Pierre Petit qui a plongé pour essayer de retrouver cette entrée, cette pyramide. Bon, visiblement, ça n'a pas été retrouvé, mais c'était marrant de voir apparaître Jean-Pierre Petit dans ces articles, là où on l'y attendait pas. Voilà, Pascal, eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des articles de ce numéro donc, de Génération Cité d'Or numéro 8, au prix de 13 € plus frais de port. Vous pouvez le commander uniquement sur le site générationcitédor.com. S'il y a vraiment un numéro à avoir, c'est vraiment celui-ci. C'est vrai que d'habitude on fait pas d'émissions comme ça focus, mais celui-ci est tellement exceptionnel, et même pour ceux qui ont le sentiment de tout savoir, tout connaître sur le sujet de l'Atlantide, de Mu et des civilisations antédiluviennes, bien voilà, il y a encore des choses à découvrir, le sujet est vaste, et on a vraiment eu beaucoup d'auteurs qui sont investis sur ce numéro exceptionnel pour nous permettre d'avoir ce résultat. Voilà Pascal, et bien écoute, merci pour ce petit échange qui devait durer 5 minutes. Ben oui, mais... entre nous. Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, on te retrouve, nous, dans le numéro 9, sur un sujet. Allez, tu peux déjà nous... Ah, tu veux que je spoilie un peu? Ouais, allez, tease-nous ton sujet. Mais écoute, je suis en train de travailler sur Matahari en ce moment. Parce que là c'est pareil, ça commence à m'énerver terriblement le fait que dans notre période actuelle, on essaie de nous faire passer le mal pour le bien. Et là c'est pareil, on veut nous faire passer Matahari pour une pauvre victime, une féministe avant l'heure, qui aurait été en fait la victime des hommes plus qu'autre chose, alors que cette femme était véritablement diabolique, et je vais en apporter la preuve hein, dans mes écrits. C'était un monstre, cette femme, un véritable monstre. Et d'ailleurs, on pense d'ailleurs qu'elle a essayé de tuer ses enfants. D'ailleurs, elle aurait tué son fils, elle l'aurait empoisonné. Et ça commence par ça. Et puis après, bien sûr, elle a trahi la France en livrant des informations à l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Hein. C'est ce qui lui avait valu d'ailleurs d'être condamné à mort et d'être exécutée en 1917. Donc, dans les fossés de Vincennes, elle a été fusillée. Hein. Et on te présente aujourd'hui cette femme comme oh la pauvre, elle a eu le tort d'être une femme un peu libérée, un peu trop féministe, voilà pour l'époque. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Moi j'en ai assez d'entendre des mensonges pareils, et je vais rétablir la vérité bonne fois pour toutes, et puis voilà. Et cette vérité sera rétablie dans le numéro 9. En tout cas, voilà, un article dont on a hâte de lire et de prendre connaissance. Ça sera le numéro du printemps. Pascal, je te remercie. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Il va falloir qu'on se réorganise des petites causeries avec Pascal Cazotte. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous réclament. Tout à fait. À très bientôt. Porte-toi bien, portez-vous bien aussi. Ciao, ciao. Salut Antoine.